Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Fazien. Allez, bonjour, madame, monsieur, bonjour. Les voyants économiques de l'Algérie sont au vert. La Banque mondiale l'atteste. Dans son dernier rapport qui sera publié mardi prochain, son représentant en Algérie s'exprimera en exclusivité sur nos ondes dans quelques instants. L'Algérie est élue au comité exécutif de l'Union internationale du gaz, une reconnaissance du rôle clé du pays sur la scène énergétique mondiale. La foire de la production algérienne a fermé ses portes à Nouakchott. Elle est qualifiée de réussite, forte affluence de visiteurs mauritaniens et signature d'un nombre record d'accords. Dernier jour du salon Sipsafilaha, cette 23e édition verra la remise cet après-midi des prix du concours de l'innovation dans le domaine agricole. Nous sommes à quelques jours des examens de fin d'année. Le législateur algérien prévoit des sanctions à l'encontre des tricheurs, des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Le Hamas annonce un accord définissant le cadre général d'un cessez-le-feu à Gaza au moment où les frappes sionistes se poursuivent, plus d'une quarantaine de martyrs depuis l'aube. Et puis sport football, conférence de presse du sélectionneur national Vladimir Petkovic a dévoilé sa liste de joueurs retenus pour les 2 matchs amicaux face au Rwanda et à la Suède prévus début juin prochain. Madame, monsieur, bonjour. Je vous le disais en titre, un nouveau rapport de la Banque mondiale attendu mardi prochain met en avant le dynamisme de l'économie algérienne grâce aux investissements publics et les percées notables dans l'agriculture malgré le manque de pluie. Kamel Braham, représentant de la Banque mondiale en Algérie, le dit en exclusivité au micro de Hakima Kamel. L'économie algérienne se porte bien. Il y a une croissance solide qui continue, qui est claire, qui est de l'ordre de 3 et 4%, donc je n'ai pas le chiffre exact. 2024 et aussi les prévisions pour 2025. On s'est maintenu, je dirais, aux 4 dernières années entre 3,5 et 4% à peu près. Et on se maintient dans ces niveaux-là. Nous, au niveau de la Banque mondiale, je crois que les messages ont été assez cohérents. C'est-à-dire que on souligne les résultats quand même très positifs de l'économie algérienne. Aussi, même l'amélioration au niveau de la diversification. Nous pensons qu'au niveau de la diversification économique, il y a encore des efforts à faire. Au niveau de la diversification, c'est clair qu'il y a tout ce qui est industrie chimique, cimenterie, engrais, etc., qui ont connu un boost ces dernières années. L'agriculture aussi, il y a quand même de très bons résultats qui expliquent notamment la baisse de l'inflation, parce que les produits sont là sur le marché, mais il y a aussi du potentiel dans les services, dans les industries, et voilà. Le représentant de la Banque mondiale en Algérie s'exprimait à la clôture de la session de formation digitale au profit de femmes entrepreneurs qui ont investi dans le commerce électronique. Hakima Kamel. Chapeautée par la Banque mondiale et le bureau de loi Tunisie, la session de formation offerte par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat ainsi que le ministère de l'Économie, de la Connaissance, des startups et de la micro-entreprise a pris fin aujourd'hui. Elle a concerné une centaine de femmes qui, à l'issue de la formation, ont pu bénéficier de crédits en GEM dédiés aux métiers entrepreneurs à domicile. La formation était axée sur le commerce digital de leurs produits et savoir-faire. Elles ont été initiées à l'outil informatique numérique comme outil de promotion et de vente. La session a pris fin aujourd'hui dans une cérémonie organisée à cet effet pour exposer les témoignages des femmes artisanes et les success stories. La formation a duré 2 ans. Elle a été animée par des coachs du secteur public et en GEM et par des coachs du secteur privé qui ont postulé à ce projet de formation dédié à l'autonomie financière des femmes dans la région MENA. C'est officiel, l'Algérie est élue au comité exécutif de l'Union internationale du gaz. C'était à l'occasion de la 29e conférence mondiale du gaz qui s'est tenue à Pékin. Une avancée majeure pour le pays qui rejoint ainsi une instance stratégique chargée de tracer les grandes lignes de l'avenir du secteur gazier en pleine mutation. Une reconnaissance du rôle clé de l'Algérie sur la scène énergétique internationale. Je vous propose d'écouter Mostafa Mekidesh, expert en énergie. Pour cette désignation, je pense que c'est une bonne chose à la fois pour la communauté du gaz au plan international, des exportateurs, des producteurs, des consommateurs de gaz au plan international, parce que l'Algérie a une double expérience en matière de gaz. Une expérience sur la commercialisation du gaz à travers les gazoducs intercontinentaux, qui se maintient et se consolide, mais également à travers le GNL, la liquéfaction du gaz, à travers des méthaniers et des terminaux gaziers. Et là, donc l'Algérien qui a été désigné au sein du comité exécutif a un profil particulièrement adéquat parce qu'il est à la fois technique et opérationnel, puisqu'il est responsable de la planification au sein de la division GNL de la Sonatrach. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour l'organisation elle-même sur cette période 2025 ou 2028 où on voit ces perspectives de développement de la consommation du gaz sont très importantes et l'Algérie est placée sur le marché européen, mais pas uniquement.
Le ministre du secteur a pris part hier à la 191e réunion de l'OPEP ainsi qu'à 2 rencontres des pays de l'Alliance OPEP+. Les discussions ont porté sur la coordination des politiques de production pétrolière et à l'issue des travaux, les 22 pays ont chargé le secrétariat de l'OPEP de mettre en place un mécanisme pour évaluer la capacité de production durable de chaque pays. Objectif étant de fixer une base de référence sur les niveaux de production à l'horizon 2027. On écoute Mostafa Mekidesh. L'OPEP est une organisation sérieuse, est une organisation qui a une crédibilité. C'est pour ça que non seulement elle examine à travers cette dernière réunion le respect des engagements des pays membres sur les quantités, parce que qui dit quantité produite est mise sur le marché par l'OPEP dit prix, donc l'évolution des prix, quel que soit par ailleurs le reste des producteurs non OPEP, mais également à travers l'élaboration et la mise en place d'un mécanisme d'évaluation de la production maximale à 2027, elle s'inscrit maintenant dans le long terme pour pouvoir anticiper les projections de manière à avoir une vision sur les évolutions de marché qui soit dans un champ non plus conjoncturel, mais dans un champ plus long. Et ça, je crois que c'est une très bonne démarche de la part de l'OPEP. L'expert en énergie Mostafa Mekidesh répondait aux questions de Smaïl Mimouni. Plusieurs dossiers majeurs pour le développement du pays examinés en réunion du gouvernement hier. Parmi les priorités, le lancement du programme Famille Productive destiné à soutenir les femmes rurales et au foyer via des projets générateurs de revenus. Le gouvernement a aussi annoncé la création de centres d'excellence pour répondre aux besoins du marché de l'emploi. Dans le secteur de l'hydraulique, l'accent a été mis sur la fabrication locale de membranes de stations de dessalement. Autre point abordé, la campagne moisson-battage 2024-2025, déjà lancée dans le sud avec les préparatifs en cours pour le reste du pays. Et enfin, pour renforcer la présence des entreprises algériennes à l'international, le gouvernement mise sur la certification et la conformité aux standards mondiaux. À ce propos d'ailleurs, la foire de la production algérienne qui vient de se terminer à Nouakchott a été une réussite. L'événement, qui a connu une forte affluence de visiteurs mauritaniens, s'est soldé par la signature d'un nombre record de partenariats entre opérateurs économiques des deux pays. Samer Draji, directeur général par intérim de la promotion des exportations au ministère du Commerce extérieur, nous en dit plus. Un premier bilan fait état d'une réussite de cet événement, un grand engouement sur le produit algérien et qui démontre encore une fois une prise de confiance dans la qualité de nos produits. Il faut noter qu'il y eut la signature de 44 contrats, accords et conventions. Un travail d'évaluation de ces résultats s'impose. Il va falloir pérenniser notre présence sur le marché mauritanien avec l'exploitation du showroom algérien de Nouakchott. Cette importance qu'accorde l'Algérie à la Mauritanie rentre dans le cadre de la diversification de nos partenaires, sachant que le pays représente la porte d'entrée au pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous considérons que cette foire représente pour nous un exercice à la veille de l'organisation par l'Algérie de la 3e édition de la grande foire interafricaine du commerce IATF. La foire interafricaine qui se tiendra en septembre prochain. Direction le palais des expositions des Pins Maritimes où se tient le salon international de l'agriculture, de l'élevage et de l'agro-industrie. La clôture ce jeudi de cette 23e édition verra la remise des prix du concours de l'innovation dans le domaine agricole CIPSA Innov Award. Ce matin, un atelier sur l'agro-industrie en Algérie a été organisé. Toutes les filières sont présentes à l'image de la filière oléicole Soraya Roslem. L'accent a été mis sur l'olivier et le palmier dattier, deux cultures emblématiques de l'Algérie. Des concours, conférences et démonstrations ont valorisé les innovations autour de cette filière, tant en matière de qualité que d'exportation. L'olivier, par exemple, est au cœur d'un concours oléicole revu cette année pour encourager la qualité et l'ouverture à l'international. Touder Tarsri, président du concours du comité d'organisation oléicole. La filière oléiculture, c'est une filière dominante en Algérie. Nous avons un grand potentiel à la filière oléiculture. C'est pour cela qu'on a créé un concours Oléomade pour encourager les agriculteurs, les investisseurs pour améliorer la qualité de l'huile d'olive algérienne parce que c'est une huile de qualité. Il nous faut un concours national qui va distinguer des bonnes huiles et donner des formations pour l'amélioration de l'huile d'olive algérienne. C'est pour ça que c'est un salon très intéressant pour l'agriculture en Algérie. D'ailleurs, il a participé plus de 750 exposants venant de plus de 40 pays au monde. Nous avons aussi un concours qu'on a fait à CIPSA Filaha Innov. A rappeler que deux wilayas ont été mises à l'honneur cette année. Il s'agit de Taraf et Elouet afin de valoriser leur atout agricole et industriel. De la SAFEX, Soraya Roslem, Alger Chaîne 3.
Nous sommes à quelques jours des examens de fin d'année et c'est le dernier week-end avant l'examen du BEM prévu dimanche prochain. La tutelle a mobilisé tous les moyens humains et logistiques pour assurer le bon déroulement des épreuves. L'accent est particulièrement mis sur la lutte contre les tentatives de triche et pour dissuader les potentiels tricheurs, le législateur algérien a prévu des sanctions qui peuvent aller à l'emprisonnement. Mohamed Kamaleddine Touidjini, procureur général adjoint après la Cour d'Alger, était ce matin l'invité du jour. Il répondait aux questions de Nariman Mendil. Les peines encourues lorsque la personne, j'insiste sur la terminologie, touche à l'intégrité des examens et concours nationaux sont à la base considérées comme des peines délictuelles. Ça relève du tribunal correctionnel. Ces peines sont au minimum de 1 à 3 ans d'emprisonnement et une amende. Ces peines augmentent de 5 à 10 ans. Elles peuvent arriver à des peines criminels qui sont passibles du tribunal criminel si les faits de divulgation, de diffusion des sujets des épreuves ou de leur corriger pendant les épreuves ou avant ont abouti à l'annulation des épreuves en partie ou totale. Et les peines sont renforcées en cas de circonstances aggravantes. Les peines sont renforcées parce que c'est considéré comme une circonstance aggravante, l'utilisation de moyens de télécommunication ou l'utilisation de techniques d'information. Là, on passe à un cran supérieur. Les peines sont de 5 à 10 ans d'emprisonnement et une amende de 500 000 à 1 million de dinars. On passe à l'actualité à l'étranger. Au Proche-Orient, le Hamas annonce la conclusion d'un accord avec l'envoyé spécial des États-Unis au Moyen-Orient pour un cadre général de cessez-le-feu à Gaza. En attendant, les bombardements de l'entité sioniste se poursuivent, de même que sa politique expansionniste. Karima Hasnaoui. Un nouvel accord global de cessez-le-feu à Gaza sous médiation américaine est en cours de finalisation, selon l'envoyé américain au Moyen-Orient Steve Witkoff, validé par la résistance palestinienne, le Hamas. L'accord comprend le retrait total des forces d'occupation, l'entrée des aides humanitaires dans l'enclave et un échange de prisonniers. Du côté de l'agresseur sioniste, toujours pas de réponse et un sabotage n'est pas à écarter, selon l'ancien ambassadeur de l'État de Palestine en France, Salman El-Helfi. C'est un jeu théâtral de la part d'Israël qui toujours remet toutes les choses sur le dos des autres. D'abord, les partenariats américano-israéliens, il utilise la vie des gens comme monnaie de continuer la guerre et de violer le droit international. Comme l'a dit hier notre collègue, l'ambassadeur de l'Algérie au Conseil de sécurité, le plus important, c'est le cessez-le-feu permanent selon les résolutions et la charte des Nations Unies. Seulement, le cabinet sioniste de l'occupation poursuit son plan expansionniste sur le terrain. Éclairage avec l'analyste politique jordanien Hamada Farana. Aujourd'hui, le gouvernement colonisateur israélien a autorisé la construction de 22 colonies dans un prolongement de son plan d'expansion. L'intention de l'occupant est claire, celle de saboter le projet de l'édification de l'État palestinien. Il faut retenir que le conflit en cours est basé sur deux singularités, la terre et le peuple, et donc l'entité israélienne a réussi à occuper le territoire de la Palestine grâce à ses moyens et avec le soutien européen et plus tard américain, mais ils n'ont toujours pas réussi à expulser le peuple palestinien de ces terres. Selon les statistiques de 2022, le nombre de Palestiniens a atteint 7 millions et 142 000 citoyens. Voilà ce que explique le ciblage délibéré des civils. 23 civils palestiniens assassinés et d'autres blessés dans un nouveau massacre dans le camp de réfugiés d'Al-Bouraïj dans le centre de la bande de Gaza, portant ainsi le nombre total de martyrs aujourd'hui depuis l'aube à 55 martyrs. Et le représentant permanent de l'Algérie à l'ONU a dénoncé hier la déshumanisation des Palestiniens et le manque d'action concrète de la communauté internationale pour mettre un terme au calvaire des Gazaouis. On écoute Ammar Benjamah. Les Palestiniens, comme tous les êtres humains, comme tous les peuples, ont un droit à la vie, à la dignité, à la patrie. Ils ne font pas figure d'exception. Nous devons résoudre ce conflit et s'attaquer à la racine du conflit. Il ne pourra y avoir de paix juste et durable sans respecter le droit du peuple palestinien à un État indépendant. Nous devons agir de façon déterminée afin de mettre un terme à cette injustice historique infligée au peuple palestinien. Nous devons urgemment donner un nouvel élan, un nouveau souffle au processus de paix qui se trouve aujourd'hui dans une impasse sans précédent. C'est impératif de contraindre la puissance occupante à respecter les résolutions des Nations Unies, de respecter ses obligations. Nous connaissons la solution. Le moment est venu de la mettre en œuvre.
Retour chez nous pour parler culture et direction le musée du Bardo où se tient une exposition sur l'art rupestre, un art d'un autre temps qui invite le public à découvrir les premières formes d'expression artistique de notre continent. Sida Ali Fares. L'art rupestre, une exposition qui met en lumière le riche patrimoine rupestre du Tassil Nadjer et de l'Atlas saharien. Le directeur du musée de Bardo, M. Zoher Harishan. Nous avons des gravures et peintures rupestres de la région du Tassili, quelques gravures de la région du Hogar et nous avons des copies gravures rupestres de l'Atlas. Et c'est très très rare. Alors ces copies maintenant sont devenues comme des objets archéologiques parce que les gravures qui ont servi de moulage ont pratiquement disparu. Mais aussi, on a voulu donner la dimension africaine de cet art. Il faut savoir qu'il y a 13 pays classés monuments historiques par l'UNESCO seulement en Afrique. Pour dire qu'un musée doit faire connaître la culture algérienne mais aussi les autres cultures à travers les objets qu'il possède. Safia Boudeb, artiste scénographe, elle revient sur le travail réalisé sur les espaces de l'exposition L'art rupestre. Dans la pièce centrale de l'exposition, on va retrouver un livre ouvert. Il est tourné de façon interactive, permettant aux visiteurs de lire sur le patrimoine de l'art rupestre. C'est comme un texte narratif. Et les autres espaces de l'exposition? Les visiteurs poursuivent leur exploration à travers une série de panneaux et de projections murales. Ces reproductions agrandies sont éclairées par des projecteurs, accompagnées de textes explicatifs. C'est pour retracer un peu le contexte historique et géographique de ces découvertes archéologiques. L'art rupestre, un art d'un autre temps. Une exposition à ne pas rater au Musée national d'ethnographie et de la préhistoire, le musée de Bardo. L'actualité sport et le coach national qui a animé ce matin une conférence de presse. Petkovic a dévoilé la liste des 29 joueurs en prévision des 2 matchs amicaux prévus début du mois prochain. Absolument, Fazir. Donc, ils seront 29 joueurs qui prendront part à ce stage du mois de juin qui sera ponctué par 2 matchs amicaux. Ça sera tout d'abord le 5 juin face au Rwanda au niveau du stade Shahid Hamlaoui de Constantine à partir de 18h. Et le 10 juin, face à la Suède, ça sera à Stockholm à partir de 18h. Donc, cette liste qui a été dévoilée donc, ce matin au niveau de la salle des conférences Mohamed Salah du Nelson Mandela Stadium, vous le disiez, elle comprend 29 joueurs. Elle a été marquée par le retour de plusieurs joueurs à l'image de Nabil Ben Taleb, de Ramiz Zerouki, Haj Moussa, Baghdad Bounjah et également Houssam Aouar, Kevin Guiton et le joueur de l'ES Tunis, Mohamed Amin Tougaï. Elle a été également marquée par l'absence du meilleur buteur du championnat, Adil Boulbina, le joueur du Paradou Athletic Club. Sur le choix de la Suède pour ces 2 matchs amicaux, on va écouter le sélectionneur national Vladimir Petkovic. C'est un fait lié à l'expérience pour être capable d'agir et réagir dans une situation qui est différente. Parce que même en Afrique, il y a des équipes qui jouent d'une manière suédoise. Et on pense à la force physique, à la vitesse et à la qualité des joueurs de la Suède. Ça peut nous aussi aider à bâtir un système de jeu qui peut être différent. Et moi, d'une façon générale, je ne vois pas une grande différence dans le foot asiatique, européen, africain, parce qu'en tout cas, le foot, c'est du foot. Affrontare in maniere diversi avversari. Et la sélection nationale qui entrera en stage à partir de ce lundi au niveau du centre technique de Sidi Moussa avant de rallier la ville de Constantine le 4 juin. Merci Ali Hamouche pour ces informations sport. Il est 12h50 sur Alger chaîne 3. C'est la fin de ce journal réalisé par Amin Segni et Ali Dadou. Ahmed Dadou, pardon, Ali c'est son cousin. Ahmed Dadou, Khaled était à la console technique, Ikram et Nesrine à la régie d'antenne et Mouni au streaming vidéo. Voilà, tout de suite, c'est la météo de Amin Mounir.